Alors, dans ce PowerPoint, on va présenter la partie de DevOps, où on doit réaliser un diagramme de séquence système. Et on va voir aussi comment on peut corriger des problèmes. Donc, supposons qu'on se trompe ou on fait une erreur, ou en tout cas, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là. Donc, on a déjà parlé un peu avant, mais on va en parler un peu plus dans ce document-là. Donc, comme on voit ici, là, donc on va voir comment ajouter un diagramme de séquence système, on va voir comment apporter des correctifs, soit en rouvrant un récit, soit en créant une nouvelle issue. Enfin, on va s'interroger sur la pertinence d'ajouter des fonctionnalités comme ouvrir, fermer dans la description du système. Donc le plan, récit, séquence, système, corriger un récit, ouvrir et fermer, conclusion et remise. Donc, vous allez commencer par ajouter un nouveau récit utilisateur, séquence système. Donc on voit que c'est toujours un truc, en fait c'est un calque, ni plus ni moins que le récit c'est-à-dire diagramme de code d'utilisation. Donc avec les mêmes tâches ici, pratiquement les mêmes tests à réaliser, et la description qui est un peu différente. Donc en tant que développeur, je veux un diagramme de séquence pour comprendre l'enchaînement typique des actions entre l'utilisateur et le compte personne. Ensuite de ça, on crée un fichier plant.uml. Donc, activez et prenez possession du récit, comprenez la tâche à faire, créer une nouvelle branche, extraire cette branche dans Visual Studio, ajouter un nouveau fichier PUML, comme on a ici. Donc, on voit ici la nouvelle branche, et on voit ici qu'on a activé et qu'on a pris possession du récit. Ensuite de ça, on va ici en fait créer une première version du diagramme compte personne. Donc, vous voyez ici, on lui donne un titre, on lui demande de numéroter chacune des actions, on veut masquer ce qu'on retrouve en dessous parce que pour pas que ça prenne trop de place, et on nomme nos acteurs. Donc d'abord, on a un gardien ici, et ensuite de ça, on a le compte personne dont on va utiliser l'abréviation CP pour la suite du diagramme. Là, on met maintenant nos interactions. Donc, nos interactions actuellement sont à sens unique. Donc, on va du gardien vers le compte personne. Donc, on ne met pas le retour. Normalement, si on voudrait peut-être un diagramme plus complet, on mettrait les retours. Mais là, on ne met pas les retours parce qu'on ne veut pas trop s'enfarger d'un fleur. On ne veut pas trop mettre de détails pour pas cacher. On ne veut pas que les arbres cachent la forêt. Donc, ce qu'on veut retrouver, en fait, dans notre diagramme, c'est les actions qu'on peut faire sur notre système. Donc, le gardien va ouvrir le compte personne, après ça, il va peut-être le configurer, il va peut-être avoir à le remettre à 0, après ça, il va incrémenter ou décrémenter, puis quand il va avoir fini, il va fermer. OK, donc on voit qu'il y a une ordre logique dans tout ça. Et vous mettez ici votre nom que vous ajoutez dans une légende, comme vous avez fait dans un diagramme précédent. Ici, en passant, ce que vous avez ici, c'est du code. Donc, vous pouvez faire du copier-coller, ce qui peut vous aider pour la suite des choses. Donc, c'est pas juste ça, c'est pas une saisie d'écran, c'est du code. Donc, vous pouvez faire copier-coller. Donc, vous mettez ça dans Visual Studio. Pour, ici, bien évidemment, il y a les deux premiers qui ont été mis, fait que vous mettez les 4 autres, plus la légende. Pas trop compliqué. Donc ici c'est une remarque, en fait, qui va dans la direction que j'ai explicitée à la diapo précédente, où on dit que les différentes actions possibles devraient se retrouver dans votre diagramme de séquence système général. OK? Donc, on voit ici qu'on a consulté le compteur, incrémenté, décrémenté, remettre à 0, configurer le feedback des boutons. Donc, la configuration, la remise à 0, consulter, incrémenter, décrémenter. Donc, il y a juste consulter compteur qu'on n'a pas mis parce qu'on considère que c'est une action comme un peu implicite que l'acteur principal, le gardien, peut faire quand il veut. OK, donc gardien pour gardien de sécurité. Donc, on considère qu'un gardien de sécurité peut faire ça quand il veut. Il peut regarder le compteur au moment où il veut. Donc,
dire regardez, 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 ben là, on ne le met pas. On considère qu'il peut tout le temps regarder. Aussi, il y a des nouvelles actions, ouvrir, fermer, qu'on a rajoutées parce qu'on s'est rendu compte que c'était important de les mettre. Pour utiliser un compte personne, il faut d'abord l'ouvrir. Puis à la fin, éventuellement, il va peut-être le fermer. Bon, on va en discuter un peu plus loin de ouvrir, fermer dans une autre section. Mais pour l'instant, on les a ajoutés dans notre diagramme. Et ils ne font pas partie des actions qu'on voit ici pour le moment. Ce qui est intéressant aussi dans un diagramme de séquence, c'est de rajouter des lignes de vie. Donc, ligne de vie, c'est à partir de quel moment un acteur ou un participant devient actif, puis à partir de quel moment il devient passif. Donc, le compte personne, on peut supposer qu'il devient actif à partir du moment qu'on l'ouvre, puis il devient passif à partir du moment qu'on le ferme. Pour ce qui est du gardien, ben lui, il est toujours en vie, on suppose, au départ, puis il est toujours en vie à la fin. Mais des fois, il pourrait être en pause ou des choses comme ça, mais là, ça s'applique pas. Donc, le gardien, il est comme toujours actif. Et donc, c'est pas pertinent de parler de ligne de vie du gardien. Par contre, pour le compte personne, ça peut être pertinent de dire que le compte personne s'active à l'ouverture et se désactive rendu à la fermeture. Donc, on peut rajouter des actions dans notre diagramme en utilisant Activate. Donc, l'action Activate, ça va activer ici le compte personne CP et Deactivate pour désactiver le compte personne. Donc, vous allez rajouter ça dans votre diagramme pour créer la ligne de vie que vous avez ici. Aussi, des fois, c'est pertinent d'avoir ce qu'on appelle un retour d'action. Donc, on fait une action, puis on a un retour du système pour nous indiquer ce qui se passe en retour. Donc, en fait, on aurait peut-être pu ajouter des retours ici pour chacune de ces actions-là. Sauf que j'avais l'impression que ça allait peut-être, ça allait, c'est ça, c'est mettre trop d'informations dans un diagramme général d'interaction avec un système. C'est peut-être trop d'informations qu'on mettrait à ce niveau-là. On pourrait le faire, mais premièrement, ça rentrerait pas dans une diapo. Donc, c'est peut-être pour ça que je l'ai pas mis. Mais c'est pas une mauvaise idée de le faire. Personnellement, je le mettrais plus quand on veut détailler chacune des actions. Par exemple, qu'est-ce qu'on fait quand on configure? Qu'est-ce qu'on fait quand on fait une remise à zéro? Qu'est-ce qu'on fait quand on incrémente? Mais c'est sûr que ça, c'est extrêmement simple, je veux dire, remettre à zéro. Mais le remettre à zéro, peut-être pas entièrement simple. Ça dépend comment vous le considérez. Mais incrémenter, par exemple, c'est tu pèses sur le bouton et ça incrémente. Là. Je veux dire, il n'y a pas 56 façons d'incrémenter. Donc, c'est ça. On se doute un peu qu'est-ce qui se passe dans chacune des actions-là, mais là, on a mis un retour. OK, on a mis un retour. Donc, on met un retour ici du compte personne vers le gardien. Donc, le retour est en pointillé. Et on voit que ce qui est retourné, en fait, c'est la valeur du compteur. Donc, je me rends compte que j'aurais dû la mettre entre parenthèses. J'aurais dû mettre ça entre parenthèses. Est-ce qu'il va falloir que j'applique un correctif sur toutes mes diapos? Parce que normalement, les données, on les met entre parenthèses quand on met ça dans un... Ouais, j'ai une petite erreur ici. Ben, regardez, ça ne sera pas dans mes diapos, mais je vais faire le correctif, par exemple. Donc ici, toujours, c'est du code copier-coller que vous pouvez prendre. Donc, vous voyez qu'on met un lien du compte personne vers le gardien, puis on met un double trait d'union, donc double dash, si vous préférez, pour que ce soit en pointillé. Donc, je reprends, j'ai rajouté les parenthèses. Donc, ajouter les parenthèses pour indiquer que c'est une donnée. Mais ici, malheureusement, c'est pas de parenthèses et j'ai tendance à être hyper perfectionniste dans ce que je fais. Mais il faut que je m'habitue à être moins perfectionniste. Donc, je ferai pas la modification. Mais peut-être que je vais la conserver pour disons, c'est ça, l'année prochaine. Je vais mettre une note, par exemple. Donc, je rajoute ma note. Bon, donc j'ai rajouté ici une petite bulle pour indiquer que la donnée devrait être entre parenthèses. Je l'ai rajouté peut-être dans la prochaine diapo, mais après ça, j'ai cessé de le rajouter. Puis c'est une note à moi-même, donc si jamais je refais le diaporama, je ferai la modification. Donc maintenant, la version 4, en ce qui concerne les actions facultatives, donc vous voyez que je ne sais plus où mettre sur ma diapo tellement que j'ai mis du stock dedans. Donc, on peut penser que ce n'est pas dans tous les scénarios qu'on aura à configurer le compte personne ou même à remettre à zéro le compte. Donc, en quelque sorte, ces actions-là sont facultatives. La fermeture aussi de l'application peut être considérée comme étant facultative ou du moins implicite. Donc, quand est-ce que vous fermez
une application. Donc, des fois, oui, vous allez fermer sur votre ordinateur, vous allez fermer Word, mais ou PowerPoint, mais sur votre téléphone, vous allez souvent pas fermer des applications. Vous allez juste fermer votre téléphone des fois de temps en temps. Votre téléphone va se fermer tout seul parce qu'il n'y a plus de batterie, quelque chose comme ça. Donc, la fermeture d'une application est souvent implicite sur un appareil mobile, mais l'ouverture, par exemple, est explicite la plupart du temps. Donc, en UML classique, on va utiliser un bloc Alt pour signaler qu'une action est facultative. Donc, vous avez ici Alt. Ça, c'est du code. Je crois que j'ai oublié de le mettre en bleu. Donc, je reprends. Ça, c'est du copier-coller ici. Donc, vous voyez, c'est une alternative, mais c'est une alternative où est-ce qu'il y a juste une alternative optionnelle. Donc, si vous mettez ici Alt, si nécessaire, pour dire, ici, vous voyez, si nécessaire. Donc, si c'est nécessaire, on configure l'application. Donc, Alt, si nécessaire, le gardien va configurer l'application. Donc, j'ai toujours ici ma petite remarque. Maintenant, version 5, on peut rajouter quelques petites mises en forme pour que certaines choses ressortent plus du diagramme. Donc ici, vous voyez deux petites mises en forme intéressantes. Vous les ajoutez au début du fichier. Donc, vous avez ici, par exemple, skin param, en fait, c'est pour justement modifier la présentation de certains éléments pour tout le diagramme. Donc, ici, sequence group font color blue. Donc, pour que ça soit bleu, puis après ça, pour que le background soit gris, ici, du group body, black background, en tout cas, peu importe. OK, donc vous ajoutez ça. On peut aussi faire des blocs avec plus d'une alternative, évidemment. Donc là, on est dans le cas de if-else. Donc, par exemple, on va incrémenter ou décrémenter, mais selon les circonstances. Donc, si une personne entre, on va incrémenter, mais si une personne sort, on va décrémenter. Donc, on peut l'indiquer. Donc, on peut l'indiquer dans notre diagramme. De cette façon-là, vous allez utiliser un bloc Alt. Là, je ne vous donne pas le code. Vous allez voir la documentation, puis vous voyez comment on peut faire ça. Donc, à un moment donné, il faut aller voir la doc. Donc là, vous allez voir la doc. Finalement, on peut mettre ici l'incrémentation, décrémentation dans une boucle, dans une loop. Donc, vous pouvez aussi aller voir la doc, comment on fait pour faire une loop. Donc, en fait, ici, on voit que donc la personne, une fois qu'elle a remis à 0, on va rentrer dans une boucle. Donc, en fait, c'est tant et aussi longtemps qu'il y a du monde, que l'événement n'est pas terminé d'une certaine façon, ou que le gardien est sur son corps de travail. Donc, s'il y a une personne qui rentre, il va incrémenter, puis s'il y a une personne qui sort, il décrémente, puis il répète ça à l'infini, en quelque sorte, d'une certaine façon. Là, on ne spécifie pas quand la boucle se termine, parce qu'on est dans une boucle humaine, c'est pas dans une boucle logicielle, donc c'est le gardien qui effectue cette boucle-là. Donc, ça pourrait être tant qu'il est sur son corps de travail ou quelque chose comme ça. Mais on ne le spécifie pas. Donc, c'est pas, on n'est pas tout le temps obligé de tout spécifier dans le moindre détail. Donc, ça se peut que dans votre version du compte personne, il y ait des actions supplémentaires. Moi, j'ai mis les actions que j'avais modélisées dans un premier temps, mais il y a d'autres actions peut-être possibles. Donc, si c'est votre cas, si vous avez des actions supplémentaires, ben, il faut les rajouter dans votre diagramme de séquence. Donc, vous le faites ici. Une fois que vous avez terminé, vous finalisez la tâche. Donc, vous allez ici cocher, puis après ça, vous allez faire un commit and push qui va rajouter le message que vous avez ici avec le numéro de tâche ici associé. Donc, ça ici, c'était la tâche 26. Donc, vous terminez ça. Et vous, ce ne sera pas la tâche 26. Ensuite de ça, vous liez le diagramme. Donc, vous ajoutez ici le diagramme de séquence système dans un document. Vous le rajoutez dans votre document Markdown, puis vous ajoutez le lien ici, Markdown, pour que ça puisse aller de l'un à l'autre. Là, on est en mesure ensuite de ça de résoudre ou de compléter le récit si vous voulez. Donc, vous pouvez cocher la tâche, vous pouvez pousser sur DevOps, vous pouvez faire la pull request, vous pouvez la compléter, vous pouvez récupérer master dans Visual Studio, supprimer l'ancienne branche, et vous pouvez déplacer le récit dans la dernière colonne, pas dans la dernière colonne, dans l'avant-dernière colonne, pour dire que le récit est résolu.
Donc, on voit ici là, les nouveaux commits et la pull request qui a été effectuée. On voit qu'il ne reste plus aucune branche secondaire ici dans dans Visual Studio en quelque sorte. Et finalement, on effectue les tests d'acceptation. Ce qui nous permet, donc, on valide que tout ça est vrai dans DevOps, et après ça, on ferme le récit. En résumé, un diagramme de séquence système permet de voir comment les différentes fonctionnalités ou actions du logiciel peuvent s'enchaîner. On peut aussi s'en servir pour détailler le fonctionnement de certaines actions spécifiques. C'est utile pour préciser le fonctionnement attendu du système. Ça permet parfois de découvrir des nouvelles actions auxquelles on n'avait pas songé auparavant, comme par exemple ouvrir et fermer. On a vu aussi comment réaliser un tel diagramme dans Plant-UML via Visual Studio. On va voir maintenant comment on peut corriger un récit en quelque sorte. Donc, supposons que le diagramme précédent n'est pas satisfaisant et qu'il faut apporter un correctif au récit. On a deux options. Soit qu'on peut créer une nouvelle issue, donc ça convient si vous avez déjà passé à autre chose, ou si le travail peut se faire plus tard ou peut se faire par quelqu'un d'autre. Là, PART, c'est pas bon cette affaire. On peut aussi rouvrir carrément le récit. Donc, le récit qu'on a fermé, on peut momentanément le réouvrir pour apporter des modifs, puis après ça, le refermer. Donc, ça c'est mieux de le faire quand on vient juste de fermer quelque chose. Et en fait, on fait juste comme revenir un peu en arrière pour pouvoir apporter un petit correctif et fermer. Donc, dans notre cas, d'une certaine façon, on se retrouve dans cette situation-là, puisqu'on vient juste de terminer. Donc, on s'est trompé sur quelque chose, donc on veut apporter un correctif. Donc, pour ouvrir le récit, on peut le redéplacer dans la colonne active. Et après ça, on peut aussi réinitialiser tous les tests pour les remettre à 0. Ici, donc, Reset to Active. Donc, ici, on a réactivé tous les tests. On rajoute aussi une tâche, donc corriger le diagramme, parce que là, on a une chose de plus à faire. Donc, on se crée une nouvelle branche. Donc, la branche, on l'avait détruite. Ben oui, c'est plate, on l'avait détruite, donc là, il faut la recréer. Donc, on se crée une nouvelle branche, qu'on nomme du même nom. Pas grave. Git ne sera pas énervé par ça. Vous l'ouvrez dans Visual Studio. Donc, les modifications qu'on va apporter au diagramme de séquence, ça va être les suivantes. Donc, en fait, le alt prend peut-être un peu trop de place. Donc, on va remplacer ça par une notation plus courte, plus compacte. Donc, on va tout simplement rajouter un point d'interrogation suite à notre action. Et aussi, on va rajouter un cercle ici au départ pour dire que c'est facultatif. Donc, ça devient facultatif. Et ici, on a ici le point d'interrogation qui est ajouté. Donc, la configuration est facultative, la mise à zéro est facultative et la fermeture est facultative. Donc, typiquement, la personne va ouvrir le compte personne, puis après ça, va incrémenter, décrémenter, etc. selon la situation. Donc, on voit ici comment on peut créer ce genre de flèche-là. Donc, une fois que c'est fait, que le Markdown, une autre chose qu'il faut faire aussi, c'est qu'il faut, une fois que vous avez fait le modifier le diagramme, pour que ça se répercute dans le Markdown, il faut mettre à jour le lien. OK. Donc, important d'y penser. Si vous ne faites pas ça, vous êtes obligé de recommencer. Donc, faire un autre truc, en tout cas, peu importe. Là. Donc, je vous le dis. Donc, poussez la modif. Une fois que vous avez fini ça, vous poussez la modif, vous faites une nouvelle pull request, vous la complétez, vous tirez le nouveau master, puis vous supprimez l'ancienne branche, de sorte que vous allez obtenir maintenant un diagramme comme ceci, où vous avez deux pull requests qui ont été effectués. Finalement, vous refaites les tests d'acceptation et vous fermez à nouveau le récit pour obtenir ceci. Validez que dans DevOps, le diagramme apparaît bien de manière convenable. Donc, voici ce que vous devriez obtenir sur DevOps. Donc, vous allez voir ici dans le wiki le diagramme de séquence système et voici le diagramme qui s'affiche avec les modifications qui sont prises en compte.
Si les modifications ne sont pas prises en compte, il faut réouvrir, il faut rajouter une tâche, etc., etc. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire les choses exactement comme je l'ai fait là-dedans. Okay? Disons que je m'attends à ce que minimalement il y ait qu'est-ce qu'il y a ici. Mais si jamais vous avez besoin de faire des tâches de plus, vous avez besoin d'avoir dans votre historique, vous avez besoin de faire plus de pull requests pour X raisons, parce que vous avez besoin de réparer quelque chose, c'est pas grave. Okay? Si vous en faites moins, là c'est grave. Ça veut dire que vous skippez des étapes. Donc, il ne faut pas skipper des étapes, mais si vous faites plus d'étapes parce que vous voulez réparer quelque chose, c'est pas grave, c'est correct. Donc, en résumé, pour réparer une erreur, on a deux options. Soit créer une issue, ou un rapport de bug, soit ouvrir le récit, ou le ticket correspondant, et ajouter un truc à faire. Donc, il faut que le ticket soit tout récent, comme un pain chaud sorti du four. Donc, on vient d'explorer la deuxième avenue dans cette partie, puis on va explorer la première avenue dans la partie suivante. Donc, évidemment, la plupart des applications informatiques peuvent être ouvertes ou fermées, et fermées. Donc, l'ouverture ou le démarrage peut être automatique ou non, pareillement pour la fermeture. Donc, est-ce que l'ouverture et la fermeture font partie des fonctionnalités essentielles du logiciel pour autant? Bonne question. Si on prend un compte personne mécanique, par exemple, il n'y a pas besoin d'être ouvert, puis il n'y a pas besoin d'être fermé. Il est toujours en fonction. Si vous voulez, il est toujours ouvert d'une certaine façon, tant qu'il n'est pas brisé. Donc, la nécessité d'ouvrir puis de fermer une application, ne serait-ce qu'indirectement, tient essentiellement à la nature informatique de la solution. Et les puristes, qui s'intéressent juste aux fonctionnalités du système, n'ajouteraient pas nécessairement ces actions-là comme des fonctionnalités du logiciel pendant la phase d'analyse. Mais il y a des avantages à ajouter ça dans la phase d'analyse. Donc, on peut, par exemple, décrire et préciser ce qui va se passer au moment de l'ouverture, puis pareillement, on peut préciser ce qui va se passer au moment de la fermeture s'il y a lieu, ou même si ces actions-là sont nécessaires de la part de l'utilisateur. Donc, pour ma part, je penche pour un ajout explicite de ces fonctionnalités-là dans l'analyse et la description du logiciel. Donc, on a vu que ces actions-là sont dans le diagramme de séquence système, sont pas dans les diagrammes de code d'utilisation, pas grave. C'est plus ou moins, on pourrait les ajouter, mais disons qu'on les ajoutera pas. Donc, par contre, on va les ajouter dans la description de notre logiciel. Donc, comment procéder? On pourrait réouvrir le récit, comme on a fait dans la section précédente, puisque c'est lui qui met en évidence ces nouvelles fonctionnalités-là. On pourrait aussi créer un nouveau récit, ajouter, ouvrir et fermer. Finalement, on peut créer une issue ou un bug pour signaler et régler le problème. Rouvrir le récit, peut-être pas une bonne idée. Donc, le récit s'appelle séquence système et son objectif est de créer un diagramme de séquence système, ou était de créer un diagramme de séquence système, pas de modifier la description générale du logiciel. En plus, la modification n'est pas mineure puisqu'on doit ajouter et décrire deux nouvelles fonctionnalités. Donc, pour ces deux raisons, la réouverture me semble pas souhaitable. Il faudrait plutôt ajouter un nouveau truc à faire dans le tableau Kanban. Récit, peut-être. Donc, rajouter un récit, ça serait possible. Mais il faut savoir qu'un récit, c'est quelque chose de plus lourd puis de plus formel qu'une issue ou un bug. Donc, par ailleurs, un récit laisse entendre que la tâche à réaliser est moins urgente, alors qu'une issue ou un bug sont des trucs plus prioritaires. Donc, dans le cas présent, on préfère une modification rapide et plus informelle, mais cet avis pourrait être discutable. Okay. Dans d'autres circonstances, un nouveau récit aurait pu être préférable. Donc là, maintenant, on a le choix, est-ce qu'on fait une issue ou un bug? Donc, certains processus agiles font pas la distinction entre ces deux choses-là. Donc, pour eux, la question se pose pas. Nous, on a la possibilité de faire des issues ou des bugs. Donc, un bug, me semble que c'est un problème qui est rencontré dans le fonctionnement d'un logiciel. Donc, ça nécessite en général d'identifier le moyen de le reproduire, l'ajout d'un test pour le détecter si possible, et
la correction du problème. En somme, un bug est plus lourd et plus spécifique aussi qu'une issue. Donc, une issue serait préférable ici. Donc, l'issue est comme une approche par défaut lorsque les autres ne s'appliquent pas. Donc, si vous ne faites pas un récit, si vous réouvrez pas votre ticket, si vous ne faites pas un bug, ben alors vous faites une issue. Donc, on crée une nouvelle issue qui s'appelle ouvrir et fermer. On va rajouter 2 tags, on va rajouter une description et on va mettre la priorité ici à 3. Là, je vois qu'ici, ça se rend pas comme il faut, mon truc, je sais pas pourquoi. Donc, pour ce qui est de la priorité, on a 4 niveaux qu'on peut mettre dans DevOps. Donc, le niveau 4, c'est urgent. Niveau 3, c'est semi-urgent. Niveau 2, c'est normal. Puis niveau 1, c'est pas pressant. Donc, par défaut, c'est le niveau 2 qui est utilisé quand on crée des nouveaux tickets, quels qu'ils soient. Donc, nous, on va considérer que l'issue est semi-urgent, donc plus que normal. Donc, on met priorité 3. On n'avait pas fait ça précédemment parce qu'on s'en souciait pas, mais là, on s'en soucie. Donc, on pourrait ajouter des informations additionnelles. Par exemple, on pourrait ajouter des tests pour notre issue. On pourrait ajouter des tâches aussi à réaliser pour notre issue. Dans notre cas, on veut que ça soit short and sweet. Donc, on se met pas ça d'impact. On y va plus direct. Donc, on rajoute pas ça. Aussi, ici, on met en sorte que, vu qu'on a une incohérence, donc c'est une incohérence dans la description par rapport au reste, donc on veut modifier la description, c'était une incohérence dans nos spécifications, donc on met ça en rouge. Donc, régler l'issue, donc on procède comme on a déjà appris à le faire antérieurement, donc on active et on prend possession de l'issue. On essaie de comprendre ce qu'il y a à faire, donc dans ce cas-là, c'est assez clair. On crée une nouvelle branche, on règle le problème, on va voir ça dans la prochaine diapo, on fait une push request, une fois que c'est effectué, on détruit la branche, puis finalement, on finalise le ticket, donc on précise la solution s'il y a lieu. Donc voici, on active, on prend possession, on crée une nouvelle branche. Après ça, on rajoute des nouvelles fonctionnalités, donc on a 2 nouvelles actions, ouvrir et fermer, et on a leur description ici. Finalement, on finalise le tout, donc on ferme l'issue, c'est-à-dire on crée la pull request, on fait tous ces trucs-là. On fait ici, on voit l'historique une fois qu'on a terminé, donc on voit ici qu'on a notre 3e pull request. Et les branches, on a supprimé les branches et on a fermé l'issue. Donc en résumé, on a modifié la description pour régler une incohérence apparue entre la description du projet et le diagramme de séquence. Pour effectuer cette modification, un ticket de type issue a été utilisé, mais l'utilisation d'un récit ou d'un bug aurait aussi pu être envisagée. La réouverture du récit précédent n'aurait pas été appropriée parce que la modification apportée sortait du cadre du récit comme tel. Alors, en conclusion, on a vu comment ajouter un diagramme UML de séquence système pour décrire l'interaction entre l'utilisateur et le système, rouvrir un récit récent pour corriger un problème, créer une issue pour corriger un problème d'une autre nature, puis finalement faire la distinction entre les différents moyens de corriger des problèmes, réouverture, récit, issue et bug. Maintenant, saisissez votre historique, comme vous voyez ici à cette diapo-là, donc dans Visual Studio avec les branches visibles. Quand je dis branche visible, ça veut dire la branche master. Et le reste de ce que vous voyez, donc votre nom, etc., etc. Okay? Donc, ensuite de ça, faites une saisie, excusez. Ah oui, c'est ça, je ne la voyais pas là. Donc, faites une saisie de votre issue une fois terminée, comme à la diapo ici que vous voyez. Donc, vous allez voir de quoi ça a l'air. Donc, faites ça. Faites une saisie de votre documentation modifiée que vous avez ici et de la description associée. Donc, la liste des actions et la description associée. Donc, évidemment, sans la marque jaune que vous voyez ici, qui est juste pour illustrer c'était quoi les nouvelles choses.
Donc, normalement, vous allez avoir, donc on veut pas juste les 7 premières, on veut toutes vos fonctionnalités si vous en avez plus que 7. Okay, moi, j'en ai 7 sur ma version, mais vous avez peut-être ajouté des choses. Finalement, on veut une saisie du récit DSS une fois terminé complètement, comme vous voyez à la diapo ici. On veut aussi le README, comme vous voyez ici à la diapo 17. Et finalement, on veut une saisie du diagramme, comme vous avez à la diapo 28, en incluant la hiérarchie du wiki DevOps. Et voilà. Donc, une fois que c'est terminé, vous déposez le document sur Léa et vous mettez en commentaire le temps et votre note sur 10. Suite dans la partie suivante.